Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Chers auditeurs, bonsoir, merci de nous retrouver pour écouter ce livre de Amara Lajos, Choc des civilisations pour un ascenseur, Piazza Vittorio, roman paru aux éditions Berzach en 2008. Vous avez appris, si vous nous avez suivis, que l'histoire de ce roman tourne autour d'un ascenseur dans un immeuble sur une place de Rome, Piazza Vittorio. Et cet ascenseur joue le rôle de catalyseur. C'est une vraie parabole pour parler de rencontres, de gens qui se croisent, qui se comprennent rarement, qui s'évitent, qui se guettent, qui se devinent. Et parmi ces personnages, la plupart sont étrangers à Rome. Nous avons rencontré Parviz Mansour Samadi, l'Iranien, qui s'est éloigné de sa belle Shiraz, la ville de son Iran natal, pour demander son statut de réfugié. La vérité selon Benedetta Esposito, la concierge, qui ne supporte pas les Romains ni les gens du Nord. La vérité selon Iqbal Amirallah, le Bangladeshi, qui n'arrivait pas à expliquer aux policiers qu'on ne pouvait pas inverser son nom, sinon il serait une autre personne, puisque le premier, c'est votre prénom, et le second est celui de votre père, de votre ascendance, de votre identité. Nous avons appris la vérité selon Elisabetta Fabiani, folle amoureuse de son petit chien, Valentino, qui a disparu. La vérité selon Maria Cristina González, qui est venue d'Amérique latine, toute mince, et qui, à force de manger pizza et pâtes, mais en réalité pas du tout pour ces raisons-là, s'est mise à grossir, grossir, grossir. La vérité selon Antonio Marini, le Milanais, l'Italien du Nord, qui ne reconnaît pas aux Italiens du Sud le droit d'être italien et qui estime que l'unité de l'Italie est une erreur. La vérité selon Johann van Marten, fou de cinéma et surtout du néo-réalisme italien, qui est venu à Rome en rêvant de tourner le film de sa vie et qui a l'idée de demander à tous les habitants de l'immeuble de jouer chacun son vrai rôle, comme au cinéma néo-réaliste italien. Nous avons découvert la vérité selon Sandro Dandini, qui est le patron d'un bar. Pas raciste, dit-il, il est fou de la Roma, et il ne supporte pas les Napolitains, et surtout leur équipe de foot. La vérité selon Stefania Massaro, que de douceur, que d'amour dans la vérité selon Stefania Massaro, car elle est la femme d'Amedeo. Mais j'y reviendrai. Chaque récit de vérité selon un des personnages a été suivi par des hurlements. Et peu à peu, l'intrigue du roman s'est tissée pour nous faire découvrir qu'un habitant de l'immeuble, dit le gladiateur, a été retrouvé assassiné et que Amedeo a disparu au même moment et que Stefania, sa femme, son amour, ne sait pas où il est et elle conseille aux policiers
d'aller se renseigner auprès des habitants de l'immeuble pour essayer de comprendre qui est Amédéo, qu'elle ne peut pas croire coupable de crime. Et les hurlements. Nous avons découvert que les hurlements ponctuaient chacun de ces récits, qu'ils étaient le récit du narrateur qui n'est autre qu'Amédéo lui-même. Nous avons découvert dans le récit de Stéphania que ces hurlements n'étaient pas un journal, mais un récit qu'il enregistrait sur un magnétophone en allant s'enfermer tous les soirs dans les toilettes. Il nous reste aujourd'hui à découvrir les 2 derniers récits et les 2 derniers enregistrements d'Amédéo. Mais finissons d'abord avec les hurlements qui viennent après le récit de Stéphania. Hurlement 9. Dimanche 4 juin, 22h33. Je suis comme un nouveau-né. J'ai besoin de lait tous les jours. L'italien est mon lait quotidien. Stéphania est la vie, c'est-à-dire le présent et le futur. J'aime Stéphania, parce qu'elle est liée tellement fort à la vie. J'adore sa mémoire sans cauchemar. Je voudrais que sa vitalité, son amour soient contagieux, qu'elle me donne un futur et un hurlement heureux. Ouh! Lundi, 17 novembre, 23h57. Bien des gens considèrent leur travail comme une punition quotidienne. Moi, au contraire, j'aime mon travail de traducteur. La traduction est comme une traversée d'une rive de la mer à l'autre. Parfois, je me sens comme un contrebandier. Je traverse les frontières de la langue avec un butin de mots, d'idées, d'images et de métaphores. Mercredi, 29 septembre, 23h09. Pauvre Stéphania. Elle se fait du souci pour moi. Elle croit que je souffre de maux d'estomac. Le problème est que l'estomac de ma mémoire n'a pas bien digéré tout ce que j'ai avalé avant de venir à Rome. La mémoire est exactement comme l'estomac. De temps en temps, elle me pousse à vomir. Moi, je vomis sans répit les souvenirs du sang. J'ai un ulcère à la mémoire. S'il existe un remède, oui, le hurlement. Ouh! Dimanche 9 mars, 23h17. Je viens de finir le roman d'Amin Malouf, Léon l'Africain. J'ai relu plusieurs fois ce passage jusqu'à le savoir par cœur. Moi, Hassan, fils de Mohammed le Peseur, moi, Jean-Léon de Médicis, circoncis par la main d'un barbier et baptisé par la main d'un pape, on m'appelle aujourd'hui l'Africain. Mais je ne suis ni africain, ni européen, ni arabe. Je suis fils de la rue. Ma patrie est une caravane. Ma vie est la plus imprévisible des traversées. C'est magnifique de pouvoir se défaire des chaînes de l'identité qui nous mènent à la ruine. Et moi, qui suis-je? Qui es-tu? Qui sont-ils? Ce sont des questions inutiles.
et stupide. Jeudi, 18 novembre, 22h51. Stefania est ravie d'avoir commencé à enseigner l'italien aux femmes bangladeshis. Hier, elle m'a dit « Bientôt, nous créerons la première association féminine bangladeshi d'Italie. » Je lui ai dit que ce n'était pas notre accord. Elle a ri, en ajoutant « Tu aurais oublié les mots de Louis Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. » Je lui ai répondu que bientôt je me ferais appeler comme le fou d'Elsa, le fou de Stefania. J'aime Stefania parce qu'elle est mon avenir. Jeudi 2 février, 23h13. Aujourd'hui, j'ai commencé la lecture des aphorismes d'Émile Cioran. L'un d'eux m'a particulièrement frappé. On n'habite pas un pays, on habite une langue. La langue italienne serait-elle ma nouvelle demeure? Samedi, 24 octobre, 22h45. Stefania ne se lasse pas de voir le film Le Cheikh avec Rudolph Valentino. Je l'ai vue pleurer d'émotion parfois. Peut-être a-t-elle pensé à son père, mort dans un puits de pétrole en Libye, il y a quelques années. Son père était un expert chercheur en pétrole. Stefania pense que sa qualité d'expert a été sa malédiction. Elle me dit toujours que le Sahara est sans pitié pour qui lui manque de respect. Jeudi 24 juin, 22h57. Ce maudit cauchemar me poursuit. Stefania m'a dit ce matin que j'avais crié pendant la nuit et que j'ai répété plusieurs fois le prénom Behja. Je n'ai pas voulu lui en révéler les détails. C'est inutile de la faire participer au jeu des cauchemars. Ma mémoire est une plaie sanguinolente. Je dois panser les plaies du passé dans la solitude. Malheureusement, Behja n'apparaît jamais que dans les cauchemars et enveloppée d'un drap maculé de sang. Ah, ma blessure ouverte qui ne guérira jamais. Je n'ai pas d'autre consolation que le hurlement. Ouh! Dimanche 30 mars, 23h48. Cette semaine, j'ai relu le roman L'invention du désert de l'écrivain algérien Tahar Djaout. Je me suis arrêté longuement sur cette phrase. Les gens heureux n'ont ni âge, ni mémoire. Ils n'ont pas besoin du passé. Je hurlerai toute la nuit pour chercher une consolation. Ouh! La vérité, selon Abdallah Ben Qaddour. Mais pourquoi s'est-il fait appeler Amédéo? C'est cette question qui me laisse très perplexe. Son vrai prénom est Ahmed, un prénom très précieux parce que c'est l'un des prénoms du prophète Mohammed et qu'il est mentionné à la fois dans le Coran et dans l'Évangile. Franchement, je n'apprécie pas tellement les gens qui changent de prénom et renient leurs origines. Par exemple, je m'appelle Abdallah et je sais très bien que c'est un prénom difficile à prononcer pour les Italiens. Et pourtant, je me suis juré de ne jamais en changer tant que je serai en vie.
Je ne veux désobéir ni à mon père qui m'a donné ce prénom, ni à Dieu qui nous interdit de désobéir à nos parents. Changer de prénom est un péché capital, au même titre que l'homicide, l'adultère, le faux témoignage ou voler des orphelins. Bien des Italiens que je connais ont essayé de me persuader d'en changer et m'ont proposé une série de prénoms italiens comme Alessandro, Francesco, Massimiliano, Guido, Mario, Luca, Pietro et d'autres encore. Mais j'ai refusé fermement. Le problème ne s'arrête pas là. Certains se sont servis d'un truc très répandu à Rome, qui consiste à éliminer la première ou la deuxième partie du prénom. Du coup, je les ai entendus m'appeler Abd, c'est-à-dire esclave, ou encore Allah. J'ai prié Dieu pour qu'il me pardonne tous les péchés à l'exception du polythéisme. J'ai essayé de garder mon sang-froid en leur expliquant que tous les hommes, y compris les prophètes et les messagers de Dieu, étaient ses serviteurs, et que, partant, mon prénom n'avait rien à voir avec l'esclavage répandu au temps de Kunta Kinte. Aussi, je me suis retrouvé pris entre deux feux. Ou tomber dans le piège du polythéisme, chaque fois que quelqu'un m'aurait appelé Allah, ou endurer les insultes de tous ceux qui m'auraient appelé Abd. J'ai fini par trouver une échappatoire à cette impasse, grâce à mon ami égyptien Metwalli, qui m'a conseillé d'apporter une petite modification à mon prénom. Il m'a dit que les Égyptiens avaient pris l'habitude de nommer Abdel tous ceux dont le prénom commençait par Abd. Abd al-Rahman, Abd al-Karim, Abd al-Adr, Abd al-Rahim, Abd al-Jabbar, Abd al-Hakim, Abd al-Sabour, Abd al-Raouf. J'ai accepté, parce que cette solution me permet d'éviter tous les problèmes que j'ai évoqués. Malheureusement, certains se laissent appeler par des noms et des prénoms souillés de polythéisme. Prenons l'exemple d'Iqbal le Bangladeshi. Je lui ai dit plusieurs fois que son nom, Amir Allah, était polythéiste. S'il connaissait l'arabe, il comprendrait qu'il n'y a pas de différence entre Amir Allah et Amir supérieur à Allah. Que Dieu nous garde du démon. Astaghfirullah. Je ne changerai de peau, de religion, de pays, de prénom pour rien au monde. Je suis fier de moi. Pas comme ces immigrés qui changent de prénom pour plaire aux Italiens. Prenons l'exemple du Tunisien qui travaillait au restaurant Luna à la gare Termini. Son vrai prénom est Mohsen, mais il se fait appeler, ou on l'appelle, Massimiliano. Dieu a dit dans le Coran, « Les Juifs et les chrétiens ne t'accepteront pas tant que tu ne suivras pas leur religion. » Dieu le Grand a raison. Je ne supporte pas ceux qui renient leurs origines. Vous connaissez l'histoire de l'âne auquel on demande qui est son père et qui répond « Le cheval est mon oncle ». Vous avez entendu parler du corbeau qui voulait imiter la façon de marcher de la colombe et qui, après plusieurs tentatives vaines, décide de reprendre sa démarche naturelle, mais découvre à ce moment-là qu'il ne s'en souvient plus.
Amédéo vient de mon quartier. Je le connais très bien, ainsi que toute sa famille. Son frère cadet était un de mes amis les plus chers, camarade d'école et de jeu. Ahmed était une personne aimée et estimée dans le quartier. Je n'ai pas le souvenir qu'il se soit jamais disputé avec quiconque, malgré les fréquentes bagarres entre les bandes de jeunes, phénomène très courant dans les quartiers d'Alger. Les malheurs de Ahmed ont commencé quand sa fiancée, Bahja, la fille des voisins, est morte. Ahmed était amoureux d'elle depuis toujours. Il voulait l'épouser, mais hélas, les choses se sont passées autrement. Bahja, qui en arabe signifie la joie, est un prénom féminin, et c'est ainsi que l'on nomme Alger. Un jour, Bahja était allée rendre visite à sa sœur à Boufarik, non loin d'Alger. Alors qu'elle revenait en car, des terroristes ont organisé un faux barrage en se faisant passer pour des policiers. Et ils ont égorgé tous les passagers, sauf les jeunes femmes. Bahja a tenté de fuir les criminels pour échapper au viol. Alors, ils lui ont tiré une rafale de mitraillettes. Ahmed n'a pas pu accepter cette tragédie. Il est resté enfermé chez lui pendant des jours. Puis, il a disparu. Dans le quartier, plusieurs bruits couraient. Certains prétendaient qu'il s'était engagé dans l'armée pour se venger des fondamentalistes armés. D'autres ont dit qu'il avait rejoint les combattants armés dans les montagnes, en signe de refus et de condamnation de l'État. D'autres encore racontaient qu'il s'était retiré dans une secte soufie dans le Sahara et vivait comme les Touaregs. Et enfin, on a dit qu'Ahmed était devenu fou et qu'il errait sans but, nu, dans les rues. Un voisin est allé jusqu'à soutenir à sa famille avoir reconnu Ahmed à la gare de Annaba, à l'est du pays, pendant qu'il attendait un train pour la Tunisie. Je n'ai jamais compris pourquoi sa famille ne s'est pas adressée à une émission de télévision très célèbre, Tout est possible, qui recherche les personnes disparues. Un jour, j'ai demandé des nouvelles de Ahmed à sa mère, tante Fatma Zahra, et elle m'a répondu sèchement: « Il est dehors. » Le mot « dehors » a 1000 significations possibles. Hors de soi, ou hors d'Alger, ou encore hors la loi, hors de la vue de ses parents, hors de la grâce de Dieu. J'ai préféré ne pas insister et laisser le couvercle sur le puits, comme dit un de nos proverbes populaires. Et puis un jour, je l'ai vu au marché de la Piazza Vittorio où je vends du poisson. Je l'ai appelé « Ahmed, Ahmed !» Mais il ne m'a pas répondu. J'ai eu l'impression qu'il faisait semblant de ne pas me reconnaître. Il a fini par me saluer, mais froidement. Il était en compagnie d'une femme italienne. J'ai appris plus tard que c'était sa femme. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois au bar d'Andini. Il n'était pas enthousiasmé par l'idée d'apprendre les dernières nouvelles d'Algérie. Alors, j'ai décidé d'éviter de lui parler.
de choses relatives à notre pays pour ne pas l'ennuyer. Je n'ai même pas osé lui conseiller de laisser tomber le prénom d'Amédéo et de revenir à son prénom d'origine, Ahmed, qui est le prénom du prophète, la paix soit avec lui. On dit pourtant que revenir à l'origine est une vertu. Ahmed ou Amédéo, comme vous l'appelez, travaillait à la Cour suprême d'Alger comme traducteur du français à l'arabe. Il avait acheté un appartement à Babezouar pour aller y vivre avec Beja, après leur mariage. Mais le destin lui a réservé une autre vie. Comme vous le voyez, l'histoire de Ahmed Selmi est simple. Elle n'est pas si compliquée en réalité. La vérité est autre. Elle n'est pas celle en laquelle vous avez cru jusqu'à présent. Il n'y a pas de secret particulier, d'histoire alambiquée dans sa vie antérieure à son installation à Rome. Je vends du poisson depuis des années, et je ne vois pas de différence entre la vie des poissons et la vie des immigrés. Je connais un proverbe que les Italiens emploient souvent. L'hôte est comme le poisson. Au bout de 3 jours, il pue. L'immigré est un hôte de passage, ni plus ni moins. Et comme le poisson, il se mange frais, puis il se jette à la poubelle quand il perd sa couleur. Il existe 2 types d'immigrés. Il y a le type frais, qui va être exploité de façon inhumaine dans les usines du Nord et dans les exploitations agricoles du Sud, et il y a le type congelé, qui remplit les réfrigérateurs et qui se consume uniquement dans les moments d'urgence. Vous savez comment Gianfranco, le propriétaire du magasin dans lequel je travaille, appelle les filles d'Europe de l'Est qui vendent leur corps pour quelques sous? Du poisson frais. Gianfranco a dépassé les 60 ans, il est marié et a 4 enfants plus âgés que moi. Son loisir préféré est de tourner en voiture le soir sur la Via Appia Antica à la recherche de filles nigériennes ou d'Europe de l'Est qui ont tout au plus 20 ans, et bien souvent beaucoup moins. Comme ça, il passe une heure tranquille avec le poisson frais, comme il appelle la fille du moment, avant de retrouver les bras de sa femme, qu'il méprise ensuite avec ses amis en l'appelant le poisson congelé, qui a toujours besoin d'un peu de temps pour se décongeler et se réchauffer avant d'être consommé. Gianfranco, ou le porc, comme l'appellent ses amis, passe ses journées en leur compagnie, assis sur le seuil du magasin et, devant les yeux ébahis des clients, raconte en détail ses aventures de la veille au soir. Bien souvent, des rires gras l'accompagnent, suivis de commentaires obscènes, du genre « Gianfranco, t'es un porc! Gianfranco, t'es un gros porc !» Et le misérable ne se vexe pas de cette appellation odieuse, parce que le porc est symbole de virilité en Italie. Au contraire, il en est fier. J'ai pas changé de sujet. Je vous parle encore d'Ahmed. Si j'entendais quelqu'un me traiter de porc, je lui couperais la langue, parce que le porc, ou hlouf comme on dit chez nous, est ignoble
et n'a rien à voir avec la virilité. C'est même la pire des insultes. Le porc est un animal sale qui vit dans les déchets. Je ne comprends pas comment la maladie du porc fou n'est pas encore apparue. Pourquoi cette maladie dangereuse n'a-t-elle frappé que la vache? Cette question me laisse perplexe. À Rome, il y a la gare Termini. Termini signifie que le voyage est fini. Cette ville a quelque chose de bizarre. C'est très difficile d'en partir. Peut-être que l'eau de ces fontaines contient une substance particulière qui ensorcelle. Vous avez vu la différence entre eux et nous? Ahmed n'a pas bien remarqué les différences substantielles entre notre religion et celle de Gianfranco. Je me souviens encore de la peur qui m'a pris quand j'ai entendu les gens l'appeler Amédéo. J'ai craint qu'il n'ait renié l'islam. Je n'ai pas hésité un instant à lui demander avec angoisse et inquiétude « Ahmed, tu t'es converti au christianisme ?» Et il m'a répondu sereinement « Non. » Alors j'ai poussé un long soupir et j'ai dit à voix haute « Dieu soit loué, Dieu soit loué !» Mes peurs étaient fondées, parce que d'ordinaire, celui qui embrasse une nouvelle religion change aussi de prénom, comme l'a fait le célèbre chanteur Cat Stevens, qui s'est fait appeler Youssouf Islam juste après sa conversion. Vous ne voyez pas ce que disent les journaux sur Ahmed? Quand ils ont découvert qu'il était immigré et non pas italien, ils n'ont pas hésité à l'accuser d'assassinat. C'est sûr que Ahmed n'aurait pas dû aller nager hors de son bassin naturel. Sa disparition rappelle tellement celle d'il y a des années qui avait plongé dans la stupeur les jeunes de notre quartier. Aujourd'hui, comme alors, la question est la même. Où est passé Ahmed? Ou Amédéo, comme vous l'appelez. Hurlement 10. Samedi 25 mars, 22h56. Quelle différence y a-t-il entre une colombe et un corbeau? Serais-je un corbeau qui veut imiter une colombe? Qu'est-ce que le hurlement? Il en existe deux sortes, celui de souffrance et celui de bonheur. De nombreux immigrés marginalisés qui s'accrochent à leurs bouteilles de vin et de bière dans les jardins de Piazza Vittorio ne cessent de hurler tristement, parce que la morsure de la louve est douloureuse. Parfois, le hurlement est comme les pleurs. Moi, au contraire, je hurle de joie, d'une immense joie. Je tette la louve avec les deux orphelins Romulus et Rémus. J'adore la louve. Je ne peux pas me passer de son lait. Lundi, 21 janvier, 23h15. Quand il m'a appelé Ahmed, je ne l'ai pas reconnu tout de suite. J'ai senti une main sur mon épaule et j'ai essayé de me rappeler. « Je suis Abdullah, l'enfant de ton quartier, l'ami de ton frère Farid. » Je me souvenais à peine de mon quartier, de mon frère Farid, de l'Algérie. En me disant au revoir, il m'a lancé
On peut se voir vendredi prochain à la grande mosquée. Comme ça, on ira ensemble dans un restaurant marocain du coin, manger un couscous. » Alors, je me suis souvenu d'une fois où, pris de nostalgie pour le couscous, j'étais allé dans un restaurant arabe et après quelques cuillerées, j'avais tout recraché. C'est seulement plus tard que j'ai compris que le couscous est comme le lait maternel. Il a une odeur très particulière que l'on ne peut sentir qu'accompagnée de baisers et de tendresse. Mercredi 5 septembre, 23h27. Comme c'est triste de faire le Ramadan loin de Béja. À quoi sert de renoncer à manger et à boire si c'est pour manger tout seul ensuite? Où est la voix du mu'adhin? Où est le bouraq? Où est le couscous que maman préparait de ses mains? Où est le qalbellouz? Où est la zlabiya? Où est la harira? Où est le maqrout? Comment pourrais-je jamais oublier les soirées de Ramadan dans les quartiers populaires, les retours à la maison tard dans la nuit, la voix de maman, pleine de tendresse, l'amour qui enchantait mes oreilles. « Mon fils, c'est le moment du suhour. » Le mois de Ramadan, la petite fête, la grande fête et les autres fêtes remplissent mon cœur d'anxiété. On m'a suggéré: « Pourquoi tu n'irais pas à la grande mosquée de Rome pour la prière de la grande fête ?» Mais non. Non, merci. Je ne veux pas voir le spectacle de centaines de nécessiteux comme moi, en manque du parfum des êtres chers. Vendredi 25 octobre, 23h22. Demain, on fête la fin de Ramadan. Ma mère pleurera sûrement beaucoup à cause de mon absence. Dans des jours comme ceux-ci, la distance augmente et la chaleur des sentiments de nos proches s'atténue. Je l'appellerai demain pour lui présenter tous mes vœux, comme toujours à cette occasion. Je sais qu'au début, elle me fera quelques reproches comme à chaque fois. Et puis, elle priera beaucoup pour moi. J'ai tellement envie d'entendre de sa bouche: « Ahmed, mon fils, que ta fête soit bénie et que chaque année tu te portes bien. » Mardi 20 mars, 23h15. J'ai de la fièvre. Je n'arrive pas à me lever. La maladie réveille en moi la nostalgie, ou le fauve, comme on dit chez moi, qui est la peur de mourir. Mourir loin du regard des êtres chers, mourir seul, mourir loin de sa mère. Comment pourrais-je dire à ma mère que j'ai peur? Se demande de André dans une chanson. Le repos éternel n'est-il pas le retour au ventre maternel? Quelle angoisse d'imaginer une tombe en exil pour recueillir nos restes. Samedi 26 avril, 2h14. L'hôte des ténèbres vient de me réveiller. Le même cauchemar qui revient de temps en temps. Je ne retourne pas me coucher.
Qu'est-ce que le cauchemar? C'est un chien féroce. Mon grand-père était un paysan. Il n'a jamais quitté son village dans les montagnes du Durdura, et il me disait toujours « Quand un chien te renifle, ne prends pas la fuite. Reste immobile et regarde-le droit dans les yeux. Tu verras qu'il fera un pas en arrière. Au contraire, si tu t'enfuis, il te courra après et te mordra. » Moi, je ne fuis pas face au cauchemar. Je les regarde en face, en me souvenant de tous les détails. Je les défie sans peur, parce que les chiottes sont la tombe des cauchemars. Le voici, le cauchemar dans sa version intégrale. Je me vois sortir du trou de la vie couvert de sang. Le cœur des parents bat très fort. « Allez, maman !» Ma mère lutte contre les douleurs de l'accouchement et lève la tête avec difficulté. Avant de sécher mes larmes et de poser les premiers baisers sur mes joues rouges, ma mère jette un regard anxieux sur mon nombril. Dieu et les saints ont entendu son imploration. « Adhkar, adhkar, adhkar !» Pendant que j'accueille la vie avec des larmes, la vie, elle, m'accueille avec les zrarites. C'est sans importance que le nouveau-né Dhkar soit beau ou laid, sans importance qu'il soit en bonne santé ou malade, sans importance que l'enfant à naître, sans importance, sans importance. Ce qui compte est que je sois un Dhkar. Et même ce qui compte au final, ce n'est pas moi. Ce qui compte vraiment, c'est mon Dhkar. Je vois mon Dhkar, ou le Dhkar de la famille grandir jusqu'au moment de la circoncision. Je verrai mon sang couler, je maudirai les zrarites qui étoufferont mes sanglots. Je me souviendrai des zrarites de la naissance une fois encore, et je verrai mon sang tomber par terre goutte à goutte. Pourquoi ont-ils égorgé le Dhkar? Et ils l'appellent la fête de la purification. À eux les chants, les danses et la joie, et à moi la douleur, les larmes et la souffrance. Ce qui me fait mal, c'est de n'être pas consulté. À qui appartient le Dhkar? À eux ou à moi? Je verrai le Dhkar grandir et militer dans la clandestinité. Et bien vite, la petite tête rouge entrera dans la vie publique avec le mariage. Comme ça, mon Dhkar se marie, et moi je me retrouve bien embarrassé la nuit de noces. Ma haine pour celui qui m'a prise au piège augmentera. Je me vois face au mur de la virginité, la muraille de Chine, les montagnes de l'Himalaya. J'ai tellement mal des années perdues. Ils m'ont dit que l'adultère est puni de 100 coups de fouet. Ils m'ont combattu avec toutes les armes possibles. Dieu, les prophètes, les saints, la religion, la coutume, la bonne conduite, le jugement des autres, le sida. Du coup, on monte sur le ring comme deux boxeurs à leur premier match. Elle a peur, et moi aussi. Les conseils, les recommandations resteront en dehors de notre chambre à coucher. Mais elle a plus peur que moi.
Je me donne du courage avec un verre ou deux et quelques cigarettes. Qu'est-ce que je lui dis? Je ne lui dirai rien. Mes mots lui donneraient du courage et me rendraient plus faible. Victime et bourreau, il n'y a pas d'autre choix. Elle ne lève pas les yeux. Elle a plus peur que moi. L'embrasserai-je? La caresserai-je? C'est quoi, toutes ces tergiversations? Ils attendent tous derrière la porte. Les bouches des femmes sont pleines de zrarit. Maudit zrarit! Il doit franchir le mur. C'est sans discussion possible. Il pourrait me trahir au dernier moment, et je devrais payer un prix bien trop élevé. Moi, je ne lui fais pas confiance. Je ne fais confiance à personne. Je pourrais tomber dans le piège des sortilèges des femmes méchantes qui volent aux hommes leur virilité, et je serais frappé de la malédiction, Al-Marbot. Ah, ça, ce n'est pas Monsieur Dkar qui me sauvera de cette nuit folklorique. Allez, en avant! On n'entendra pas les zrarit tant que ne coulera pas le liquide sacré. Le Dkar est le couteau qui égorge la virginité. Allez, du sang! Du sang! Du sang! Du sang! Du sang! Du sang! You. Je me vois sortant de la chambre à coucher couvert de sang. Ma famille, celle de mon épouse et les invités m'assaillent comme des guêpes qui s'acharnent sur une charogne. Au bout d'un moment, je sens les dents dans ma chair. Je vois mon sang par terre. J'ouvre les yeux péniblement et je vois une meute de loups tout autour de moi. Ouh. Entre-temps, un vieux avec une longue barbe blanche passe à côté de moi sans s'arrêter. « Aide-moi, grand-père. »« Je ne suis pas ton grand-père. »« Et alors, qui es-tu ?»« Je suis Lokman. »« Aide-moi, Lokman le sage. » Écoute mes conseils et apprends-les par cœur. Mon fils, si sur ton chemin t'arrêtent des hommes armés qui te forcent à être juge, en te demandant qui a raison et qui a tort, Abel ou Caïn, gare à toi si tu réponds Caïn a raison et Abel a tort. Les hommes armés pourraient être pour Abel, et ce serait ta fin. Ô mon fils, gare à toi 2 fois si tu dis que Caïn a tort et qu'Abel a raison, parce que les hommes armés pourraient être pour Caïn, et ce serait ta fin. Ô mon fils, gare à toi 3 fois si tu dis que ni Abel ni Caïn n'ont tort, ce sera ta fin, parce que notre époque est tendue et ne laisse pas de place à la neutralité. Mon fils, coupe-toi la langue et avale-la. Ô mon fils, enfuis-toi! 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 Gare à la discorde, parce qu'elle est plus dangereuse encore que les crocs des loups. Ouh, ouh. Porté par ce hurlement nocturne, je me suis réveillé en tremblant, je me suis précipité dans ces petits cabinets, et j'ai commencé à enregistrer les mots du cauchemar. La vérité selon Mauro Bettarini. Au cours de mon travail de commissaire de police, j'ai appris que la vérité était comme une pièce de monnaie. Elle a 2 faces. Le côté pile complète toujours le côté face. La vérité côté pile. Pour moi, l'affaire est classée. L'assassin est Ahmed Salmi, que tout le monde appelle Amédéo. Sa subite disparition confirme son implication dans l'assassinat du jeune
Lorenzo Manfredini dit le gladiateur. Généralement, le criminel fuit. La réalité est bien différente des films. Le lieutenant Colombo est bien le seul qui n'a pas de mal à chercher et à arrêter des criminels pour la simple et bonne raison qu'à la fin, ils se rendent sans résistance. Malheureusement, je ne suis pas Colombo, et je suis obligé de suivre à la trace les criminels pour les jeter en prison. J'ai été chargé d'enquêter sur cet homicide parce que je connais assez bien ce quartier. J'ai passé de nombreuses années au commissariat de l'Esquilino et j'ai pu approcher de près les problèmes des habitants de Piazza Vittorio. J'ai connu Ahmed Salmi ou Amedeo quand il s'est proposé comme médiateur pour résoudre le problème de son ami iranien avec les pigeons de Piazza Santa Maria Maggiore. Ça ne fait aucun doute. Cet immigré iranien est fou. Un jour, il m'a dit « Pourquoi m'arrêtez-vous sans raison, alors que vous laissez en liberté les voyous qui mangent de la pizza dans le métro, en importunant les gens ?» Quelqu'un qui parle ainsi ne mériterait-il pas d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique? L'accusé m'a demandé, il y a un an, d'aider un immigré asiatique, je ne sais plus de quel pays, à corriger des erreurs sur son permis de séjour. Je pensais qu'Amedeo était un bénévole italien qui aidait les immigrés en prenant en charge certaines de leurs démarches en matière de santé et de travail. Je ne comprends pas pourquoi certains Italiens se donnent autant de mal pour aider les immigrés. Beaucoup de gens réclament l'expulsion des immigrés délinquants, parce que la moitié des détenus dans les prisons italiennes sont des étrangers. Nous sommes sous le feu de la droite et de la gauche. La presse de droite nous critique parce que nous ne sommes pas inflexibles envers les immigrés, alors que la presse de gauche nous accuse de brutalité. C'est pas simple d'expulser des délinquants immigrés, parce que nous ne savons pas d'où ils viennent, réellement, ni comment ils s'appellent vraiment. Les délinquants immigrés ont l'habitude de changer de nom et de falsifier leur identité. Je dis qu'il faut interdire la diffusion de films et de séries policières parce que c'est devenu un centre de formation des criminels. Ils montrent comment tuer un mari, un amant ou un chef, comment se débarrasser du cadavre, brouiller les pistes des enquêteurs et éviter les pièges des interrogatoires. Je reconnais que notre travail est devenu difficile et fatigant parce que les secrets du métier sont à la portée de tous. Nous arrivons à la banqueroute. Maudite télévision. Il y a quelques jours, le Hollandais blond est venu me voir au commissariat. Je l'ai reçu en pensant qu'il détenait quelque information importante concernant le meurtre de l'ascenseur. Mais j'ai été effaré quand il m'a dit « Commissaire, je suis heureux de vous proposer de participer à mon nouveau film. » Je me suis levé d'un bond avec un effort gigantesque pour contrôler mes nerfs et j'ai crié « Dégage! Dégage! Dégage !» Si je l'avais tenu entre mes mains à ce moment-là, je l'aurais tué. Il existe un lien entre le meurtre, la disparition subite d'Amedeo et le cadavre du garçon retrouvé dans l'ascenseur. Nous avons entamé les investigations lorsque nous avons découvert la disparition, ou plutôt la fuite du prévenu Amedeo. La question que nous nous sommes posée est la suivante. Si Amedeo est innocent, comme le prétendent ses voisins dans l'immeuble, alors pourquoi ne se montre-t-il pas pour plaider son innocence? Les indices que nous avons recueillis auprès de différentes sources et des voisins ont renforcé nos doutes et nous ont conduits à nous concentrer sur la thèse de sa culpabilité. Par la suite, nous avons appris que c'était un immigré et que son vrai nom était Ahmed Salmi. Comme je vous l'ai déjà dit, les criminels et délinquants ont l'habitude de falsifier leur identité. Nous nous sommes ainsi retrouvés en tant qu'enquêteurs face à un double défi. Recueillir d'une part les preuves qui confirment qu'Amedeo est un immigré
et d'autre part celles qui attestent son implication dans le meurtre. Nous nous sommes beaucoup intéressés à son prénom Amédéo, et nous ne l'avons trouvé nulle part dans ses papiers officiels. Passeport, acte de mariage, permis de séjour. La loi n'interdit pas aux citoyens de changer de prénom, à condition de laisser inchangés les documents officiels. Ahmed Salmi, surnommé Amédéo, n'a falsifié aucun papier. Pourquoi a-t-il disparu? Est-ce une simple coïncidence ou bien une fuite pour se soustraire à la loi? Des témoins l'ont vu se disputer avec la victime la veille du meurtre. Personne n'en connaît la raison. Ils l'ont entendu crier à la victime « Si tu recommences, je te tue !» Pour moi, l'enquête est terminée. Amédéo est l'assassin. Cela fait de lui un homme recherché, wanted. Je souhaite, dans son propre intérêt, qu'il se rende au plus tôt. La vérité côté face. Non. L'affaire n'est pas classée et Ahmed Salmi, surnommé Amédéo, n'est pas l'assassin de Lorenzo Manfredini, le gladiateur. Après la parution dans un quotidien de mon interview avec ma photo et celle d'Amédéo, j'ai été contacté par le docteur Simonetti de l'hôpital San Camillo, qui m'a demandé de venir immédiatement à l'hôpital. J'ai accouru et elle m'a emmené dans le service de réanimation où j'ai vu Amédéo étendu sur un lit. Elle m'a informé que le matin du 21 mars, le jour de l'assassinat de Lorenzo Manfredini, le patient avait eu un accident alors qu'il traversait une rue près du Colisée et avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Ahmed Salmi est actuellement encore inconscient. Il souffre d'un grave traumatisme crânien qui pourrait lui faire perdre la mémoire. Je lui ai demandé l'heure exacte de l'accident et il s'avère que l'ambulance est arrivée vers 8h30. L'accident a dû se produire 10 minutes avant environ. Amédéo n'est donc pas l'assassin, puisque le médecin légiste a dit que le crime a été commis après 13 heures. En outre, les témoins ont confirmé avoir vu Manfredini ce matin-là entre 9h et 12h. Il n'y a donc pas l'ombre d'un doute. Ahmed Salmi dit Amédéo est innocent. Après cela, nous avons réexaminé les éléments de l'enquête recueillis jusque-là en laissant de côté la question « Qui est Amédéo ?» pour nous concentrer sur l'identité du gladiateur et sur la vie qu'il menait. En peu de temps, nous avons rassemblé de précieuses informations sur Lorenzo Manfredini. Nous avons découvert par exemple qu'il était détesté de tous les habitants de l'immeuble. Il rentrait complètement saoul la nuit. Il pissait dans l'ascenseur. Il se disputait souvent avec Sandro Dandini et Antonio Marini. De plus, il a violé plus d'une fois Maria Cristina la Bonne. Elle n'a pas osé le dénoncer par peur d'être expulsée parce qu'elle n'a pas de permis de séjour, et elle a demandé de l'aide à Amédéo qui n'a pas hésité à mettre en garde Manfredini et à le menacer. C'est la raison de la dispute entre Amédéo et Manfredini la veille de l'assassinat. Qui a tué Lorenzo Manfredini? Le meurtrier n'a laissé aucune trace sur le lieu du crime, ce qui nous a amené à voir en lui un professionnel. Certes, le surnom de gladiateur nous a bien aidé à remonter jusqu'à l'identité du coupable. Nous avons enquêté pour découvrir l'origine et le secret de ce surnom. Lorenzo faisait des paris en organisant des combats clandestins entre chiens, qui finissaient toujours par la mort de l'un des adversaires. Au temps des Romains, le gladiateur était un prisonnier ou un esclave qui combattait contre un animal féroce, un lion ou un tigre, devant des milliers de spectateurs au Colisée. Lorenzo et ses amis avaient inventé
un nouveau jeu de mort. Vous vous souvenez de la disparition du caniche Valentino quelques semaines avant le crime? Lorenzo était le responsable de cette opération. Après de longues recherches, Elisabetta Fabiani a réussi à découvrir l'auteur de l'enlèvement de son Valentino. Après de longues recherches, Elisabetta Fabiani a réussi à découvrir l'auteur de l'enlèvement de son Valentino et elle a décidé de se venger durement après avoir eu la confirmation des terribles tortures infligées à son chien avant de mourir. Elle a élaboré un plan très efficace en mettant à profit les astuces des séries policières qu'elle suivait tous les jours à la télévision. Elle a choisi l'ascenseur parce qu'il est au cœur des conflits entre les habitants de l'immeuble. Ensuite, pour écarter les soupçons, elle s'est servie d'un couteau, parce que le couteau est considéré comme une arme typiquement masculine. Alors, elle a commencé à marcher pieds nus, Piazza Vittorio, pour faire croire à tous qu'elle était en train de devenir folle, de désespoir, à cause de l'enlèvement de son chien adoré. Elle est parvenue à mettre son plan en œuvre avec une grande maîtrise, sans laisser aucune trace apparente. La seule faute qu'elle ait commise a été celle de ne pas se séparer de l'arme du crime, qu'elle conservait comme un véritable trophée. Effectivement, après de longues recherches, nous avons retrouvé le couteau, sur lequel étaient restées quelques traces du sang de la victime. Cette femme avait voulu conserver quelque chose qui lui rappelait que l'assassin de Valentino avait eu la punition qu'il méritait. Ou peut-être était-elle convaincue d'avoir accompli le crime parfait et que personne n'aurait jamais eu de soupçon à son égard. Maintenant, l'enquête est terminée. Elisabetta Fabiani a tué Lorenzo Manfredini, dit le gladiateur. Dernier hurlement ou avant que ne chante le coq. Lundi 25 novembre, 22h36. La vérité est amère comme un médicament. Il faut la boire à petites gorgées et ne pas l'avaler d'un coup, parce qu'elle peut provoquer la mort. Ce n'est pas vrai que la vérité blesse, comme disent les Français. La vérité ne blesse pas, elle tue. Alors que le hurlement est l'éternelle litanie d'Orphée. Ouh. Samedi 7 décembre, 22h55. J'ai lu ce matin un vers de René Char. Sommes-nous voués à n'être que des débuts de vérité? Je me suis dit qu'il faut toujours accompagner le mot vérité d'un point d'interrogation, ou d'exclamation, ou de parenthèse, ou de guillemets, et surtout, ne jamais mettre de point. Ouh! Mercredi 25 juin, 22h19. Je ne suis pas dans la gueule du loup, comme dit l'écrivain algérien Kateb Yassine. Je suis dans les bras de la louve pour me faire allaiter jusqu'à plus soif. Ouh! Dimanche 16 mars, 23h38. De temps en temps, je suis saisie de doutes quand je pense que je passe pour quelqu'un de bon aux yeux de tous. Mais qu'en savent-ils au juste? Amédéo pourrait n'être qu'un simple masque. Moi, je suis un animal sauvage qui ne peut abandonner sa nature d'origine. La vérité est que ma mémoire est un animal sauvage, exactement comme un loup. Ouh! Jeudi 23 avril, 23h27. Suis-je aussi Shahrazad? Shahrazad, c'est moi. Elle compte et moi, je hurle. Tous les deux, nous fuyons la mort et la nuit nous abrite. Est-ce utile de raconter? Nous devons parler pour survivre. Maudite mémoire! La mémoire est le rocher de Sisyphe. Qui suis-je? Ahmed ou Amédéo? Ah, Béja! Le bonheur existe-t-il loin de ton sourire? Le répit existe-t-il loin de tes bras?
Il devrait être venu le moment de se reposer. Jusqu'à quand durera l'exil? Jusqu'à quand durera le hurlement? Ouh! Samedi, 23 mars, 23h55. Apprends-moi, madame chérie, l'art d'échapper à la mort. Apprends-moi, Shahrazad, comment échapper à la colère et à la haine du sultan Shahrayar. Apprends-moi comment éloigner l'épée de Shahrayar de ma nuque. Apprends-moi, Shahrazad, comment vaincre le Shahrayar qui est en moi. Ma mémoire est Shahrayar. Oh. Ma mémoire est Shahrayar. Oh, ma mémoire est Shahrayar. Oh. Rome, 2001-2006. Nous sommes arrivés à la fin de ce livre Amar al-Khos, Choc des civilisations, pour un ascenseur Piazza Vittorio qui est à l'image des films italiens qu'il aime. Les comédies italiennes qui sont des mélanges de comédie et de tragédie. Et surprise, nous vous préparons une surprise pour les nuits de Ramadan, mais en attendant, souffrez que, après ce roman de Amar al-Khos, vous ayez des rediffusions. Et si vous avez envie de discuter avec Zoubir Ketani pour lui dire quelle rediffusion vous voudriez, eh bien, à vous, notre page Facebook. Bonsoir, chers amis, bonne nuit, et à la première nuit de Ramadan, rendez-vous sans faute. Bonne nuit. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Zoubir Ketani.